Qu'est-ce qui arrivera à nos déchets radioactifs dans 100 000 ans? C'est dingue, mais on ne peut ni les brûler, ni s'en débarrasser à la légère. Ils restent nocifs pendant des millénaires. Chaque jour, le monde produit des centaines de tonnes de combustible nucléaire usé et, franchement, on ne sait toujours pas quoi en faire. Les bassins de refroidissement sont pleins à craquer. Les installations de stockage provisoires deviennent permanentes. Et notre seule vraie option, pour éviter la catastrophe, c'est de tout enfouir plus profondément que tout ce que l'humanité a jamais construit. Mais est-ce que ces sites souterrains vont vraiment tenir le coup sur la durée? Voyons ça de plus près. Dans un silence millénaire, plus profond que n'importe quelle pause dans l'histoire de l'humanité, quelque part au plus profond de la Terre, à plusieurs centaines de mètres sous la surface, des spectres d'uranium d'époque révolue sont scellés dans la roche. Ils ne brûlent pas, ils ne scintillent pas, et ils ne font aucun bruit. Pourtant, leur présence est inéluctable. On ne peut pas simplement brûler ces déchets atomiques ou les jeter sur une décharge. Ils restent dangereux pendant des siècles, voire des milliers d'années. Il existe 3 grandes approches pour s'en occuper: le stockage provisoire, le retraitement et l'enfouissement géologique profond. Le stockage provisoire est la toute première étape cruciale. Sitôt sorti du réacteur, le combustible demeure extrêmement chaud et hautement radioactif. Impossible de l'enfouir ou de le retraiter immédiatement. Il doit d'abord refroidir. Dès qu'on retire les assemblages de combustible du réacteur, on les plonge dans des piscines spécialisées, situées directement sur le site de la centrale nucléaire. L'eau y joue un double rôle. Elle refroidit le combustible et sert d'écran contre les radiations. La température est surveillée en continu. Et bien sûr, le bassin est entouré de parois en béton épaisses, empêchant la radioactivité de s'échapper. Le combustible peut y rester plusieurs années, voire plusieurs décennies, jusqu'à ce que son niveau de radioactivité baisse suffisamment pour être moins dangereux. Le hic, c'est que la plupart des centrales à travers le monde ont déjà rempli leur bassin. Alors, on transfère ensuite ce combustible usé vers ce qu'on appelle des stockages à sec. Une fois assez refroidi, on enferme le combustible dans des conteneurs d'acier conçus sur mesure, qu'on entrepose soit à l'air libre, soit dans des bunkers en béton. On trouve ce type de stockage, par exemple, aux États-Unis, au Canada ou encore en Allemagne. Ces conteneurs ont des parois épaisses, en métal et en béton, qui bloquent la radioactivité. Ils résistent au séisme, aux ouragans et même à la chute d'un avion. Dans certains pays, on les enterre partiellement pour mieux les protéger des agressions extérieures. Pourtant, ce n'est pas la solution définitive. Le stockage à sec est prévu pour 50 à 100 ans. Au-delà, on envisage soit le retraitement, soit l'enfouissement géologique. Mais aujourd'hui, beaucoup de nations n'ont toujours pas de stratégie définitive. Résultat, ces installations provisoires deviennent, en pratique, des sites quasi permanents. Quant au retraitement, il offre une sorte de seconde vie à l'uranium. Beaucoup de gens s'imaginent que le combustible usé n'est qu'un déchet bon à enterrer le plus profond possible. C'est fou quand on sait que près de 95% de ce combustible contiennent encore de l'uranium et du plutonium, parfaitement réutilisables. C'est précisément le rôle du retraitement. Concrètement, on démonte les assemblages de combustible usés, puis on les plonge dans de l'acide nitrique hautement concentré. Le métal se dissout et les scientifiques obtiennent alors un cocktail radioactif, mélange d'uranium, de plutonium et de produits de fission hautement actifs. Ensuite, on sépare ce mélange pour isoler chaque composant. L'uranium est purifié, puis renvoyé en enrichissement. Le plutonium, lui, peut servir à fabriquer du MOX, un combustible à oxyde mixte qui sera de nouveau brûlé dans certains réacteurs. Ce qui reste, à savoir les déchets hautement radioactifs et inutilisables, constitue le vrai problème. On les incorpore alors dans du verre en fusion avant de sceller le tout dans des conteneurs robustes en acier inoxydable. Sous cette forme, ces résidus radioactifs restent stables pendant des millénaires.
Le retraitement permet ainsi de réduire la quantité de déchets hautement radioactifs d'un facteur 4 ou 5, tout en réutilisant l'uranium et le plutonium, ce qui diminue la nécessité d'extraire sans cesse du nouveau minerai. Ce processus est complexe, coûteux, et soulève pas mal de questions liées à la sécurité. Le plutonium, par exemple, ne sert pas qu'à alimenter des réacteurs. Il peut aussi être utilisé pour fabriquer des armes nucléaires, ce qui n'est pas sans risque. C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux pays, comme les États-Unis, ont renoncé au retraitement, tandis que la France, le Royaume-Uni, la Russie et le Japon continuent de l'employer. Autrement dit, ce n'est pas une baguette magique, mais plutôt un compromis entre l'économie de ressources et les dangers potentiels. Si le stockage temporaire est une forme d'attente et si le retraitement représente une seconde chance, alors l'enfouissement géologique constitue la dernière étape. C'est la méthode qui vise à protéger l'humanité de ces déchets radioactifs pour des dizaines de milliers d'années. Cet enfouissement doit rester sûr, même dans 100 000 ans. Géologues, physiciens, ingénieurs et écologues recherchent donc des couches profondes de granit, d'argile ou de sel, imperméables et résistantes au séisme. Les déchets les plus dangereux, par exemple ces blocs vitrifiés hautement radioactifs, sont d'abord placés dans des conteneurs en acier inoxydable, puis enfermés dans des capsules en cuivre ultra résistantes, capables de tenir des millénaires sans corrosion. On descend ces capsules dans des galeries verticales ou horizontales, à 500 ou même 1000 mètres de profondeur. Dans de telles conditions, même en cas de gros pépins, la radioactivité ne devrait pas remonter à la surface. Une fois tout bien scellé, on remblaye et on ferme définitivement les tunnels. Et, quelques siècles plus tard, ce site souterrain se fond dans le paysage. L'humanité finira par l'oublier. À ce jour, aucun pays n'a finalisé un enfouissement géologique, mais la Finlande est sur le point d'y parvenir. Pour choisir un emplacement capable de tenir face au temps, à la nature et à la curiosité humaine, il faut mener des décennies de recherche. Il ne s'agit pas simplement de trouver une grotte ou un gouffre. C'est un processus scientifique complexe. Le site doit être géologiquement stable, sans activité sismique, et dépourvu d'eau souterraine, afin d'éviter tout risque de contamination des nappes phréatiques. Plus la roche, granit, argile, sel, est dense et profonde, meilleure est l'isolation. À l'aide d'images satellites et de cartes géologiques, les chercheurs repèrent des zones où la roche est restée stable des millions d'années. Une fois ces lieux présélectionnés, on fore des puits profonds jusqu'à 1000 mètres pour analyser la composition et l'âge des formations rocheuses. Les scientifiques simulent même de petits séismes, grâce à des explosions ou à de puissantes machines vibrantes, afin d'observer la manière dont les ondes se propagent à travers la roche. Si la roche est stable et dépourvue de fissures, le site est jugé prometteur. On transforme alors les meilleurs emplacements en laboratoires souterrains, où l'on mène des expériences sur plusieurs décennies. On y installe des maquettes de conteneurs munis d'éléments chauffants pour simuler les déchets, et on observe la réaction de la roche à long terme. La grande crainte reste la suivante. Peut-on garantir la sécurité sur 100 000 ans? Et si nos descendants oublient le danger et creusent un jour, sans le savoir, dans ces déchets? C'est pourquoi certains chercheurs envisagent de concevoir des signaux spéciaux, voire de nouveaux langages, pour prévenir les civilisations futures. En fin de compte, l'enfouissement profond constitue notre meilleure chance de nous débarrasser de ces déchets ultra dangereux, même si, en définitive, seuls les habitants d'un futur lointain pourront confirmer que c'était réellement la bonne solution. Chaque année, plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits dans le monde. C'est comme si on empilait 50 tours Eiffel
faites de vieux téléviseurs, réfrigérateurs et machines à laver. Mais seulement 9 millions de tonnes sont correctement recyclées. Le reste pollue la terre, l'eau et l'air, libérant du plomb, du mercure et du fréon. Alors, comment les usines transforment-elles ces déchets en nouvelles ressources? Et pourquoi votre vieille machine à laver pourrait-elle finir dans une nouvelle voiture? Restez jusqu'au bout, ça va être dingue. Aujourd'hui, le recyclage des appareils électroménagers, c'est un processus complexe et bien huilé qui aide à réduire l'impact sur l'environnement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a encore quelques décennies, les vieux frigos, téléviseurs et machines à laver finissaient à la décharge ou en pleine forêt. Voyons comment l'humanité a appris à traiter ces appareils et à transformer les déchets en ressources. Au début du XXe siècle, l'électroménager était rare. La plupart des gens n'avaient pas d'appareils électriques. Quand quelque chose tombait en panne, comme une machine à laver mécanique ou une gazinière, on les réparait à la main. Les pièces en métal étaient fondues et réutilisées. Avec l'essor de l'industrie à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les premiers réfrigérateurs, fer à repasser, ventilateurs et grille-pains sont apparus. Comme ces appareils coûtaient en cher, on les gardait le plus longtemps possible. Et quand ils cassaient, qu'est-ce qu'on en faisait? Eh bien, on les réparait et on les réutilisait. Les pièces métalliques, surtout pendant les guerres, où le métal manquait, étaient fondues et réemployées. Et parfois, on les jetait tout simplement avec les ordures ménagères. Mais à l'époque, la production de masse n'existait pas encore, donc le problème du recyclage n'était pas si pressant. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le boom économique. L'électroménager devient plus abordable. La production de masse fait qu'on ne répare plus les vieux appareils. On les remplace. Résultat, des tonnes de réfrigérateurs, téléviseurs et machines à laver finissent à la décharge. Pas cool, surtout à cause du plomb et du mercure contenus dans les téléviseurs à tube cathodique. C'est à ce moment-là que les gouvernements commencent à réfléchir à des décharges spécialisées pour les déchets électroniques. Dans les années 70, aux États-Unis et en Europe, les premiers programmes de collecte et de recyclage voient le jour. Mais une véritable filière de recyclage n'existe pas encore. Dans les années 1980, le problème devient évident. Certains pays commencent à adopter des lois sur la collecte et le recyclage des appareils. En Europe, les premières usines de recyclage de réfrigérateurs et de machines à laver ouvrent leurs portes. Au Japon, une loi oblige les fabricants à reprendre les vieux appareils. Aux États-Unis et dans l'Union européenne, des programmes encouragent la réutilisation des métaux et des composants électroniques. Les gens commencent à comprendre les dangers du fréon et des métaux lourds. De nouvelles méthodes d'extraction sécurisées sont développées. Mais beaucoup ne saisissent toujours pas pourquoi il ne faut pas jeter ces appareils n'importe où. Parce qu'un frigo, un climatiseur ou même une machine à laver, c'est pas juste du métal et du plastique. À l'intérieur, il y a des substances nocives qui ne doivent pas finir dans la nature. Quelques exemples. Les anciens réfrigérateurs contiennent du fréon, un gaz qui détruit la couche d'ozone. Mal manipulé, il peut causer de gros dégâts. Et ça, c'est vraiment pas top. Mercure, plomb, cadmium. Beaucoup de composants électroniques contiennent des métaux lourds qui peuvent contaminer le sol et l'eau. Mais si on démonte correctement un appareil, la plupart des matériaux peuvent être réutilisés. Quand vous confiez un appareil à un centre de recyclage, il passe par plusieurs étapes. Dans des usines spécialisées, l'appareil est démonté pièce par pièce, métal,
plastique, verre, circuits électroniques, isolants, etc. On aspire le fréon des réfrigérateurs. On retire l'électronique des machines à laver, là où se cachent les métaux lourds. Ces substances sont envoyées vers des centres de stockage sécurisés. La plupart des composants peuvent être recyclés. Le fer, l'aluminium et le cuivre sont fondus et réutilisés dans l'industrie. Le plastique est trié et transformé en nouveaux produits. Le verre des portes de fours et de machines à laver peut servir dans le secteur du bâtiment. Certaines parties, comme certains isolants, ne peuvent pas être réutilisées. Elles sont donc éliminées en toute sécurité. Après le retrait des substances dangereuses, ce qui reste de l'appareil passe dans des broyeurs qui le réduisent en petits morceaux. Des séparateurs magnétiques extraient le fer, tandis que des systèmes à induction trinent les métaux non ferreux et le plastique. Certaines entreprises utilisent des scanners optiques et des rayons X pour identifier et trier automatiquement les matériaux. Un moyen super efficace d'extraire des ressources précieuses, comme le cuivre, l'aluminium et les terres rares. Et maintenant, comment bien se débarrasser d'un vieil appareil? Plusieurs options. Option 1, le déposer dans un centre de recyclage. Option 2, le vendre ou le donner pour les pièces détachées. Certains réparateurs rachètent les vieux frigos et machines à laver. Option 3, profiter des offres, ramener l'ancien et bénéficier d'une réduction. Pratique si vous voulez du neuf. Option 4, le donner à une association caritative. Si l'appareil fonctionne encore, il peut aider une famille dans le besoin. Une bonne action. Et un monde plus cool. Recycler ces appareils, c'est bon pour la planète et ça économise des ressources. Voyons ce qu'on peut tirer d'un vieux frigo ou d'une machine à laver. Le fer fondu sert à fabriquer de nouveaux appareils. Les fils de cuivre deviennent des câbles et des circuits électroniques. Le plastique recyclé peut devenir la coque d'un nouvel appareil ou même des pièces de voiture. Et ce n'est pas tout. Le recyclage crée des emplois et booste l'économie. Si on arrêtait de jeter les vieux appareils n'importe où et qu'on les recyclait, ça changerait beaucoup de choses. Moins de déchets toxiques dans la nature, une eau et un air plus propres, plus de ressources pour fabriquer de nouveaux produits. Alors, la prochaine fois que votre machine à laver rend l'âme, ne la jetez pas. Trouvez un centre de recyclage ou donnez-la à quelqu'un qui en a besoin. Faisons du bien à la planète, ensemble. À l'échelle mondiale, seulement 9 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques sont collectés et recyclés officiellement. Le reste finit dans des décharges ou est brûlé, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement.